Bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, j'aimerais parler des résolutions de problèmes en physique et en chimie. En fait, hier, j'ai assisté avec 35 de mes collègues, profs en deuxième année de classe prépa dans l'Académie du Nord de la France, à un stage d'une journée qui nous parlait de la façon dont on doit à la fois rédiger, concevoir et également comment nos étudiants sont amenés à résoudre ce qu'on appelle les résolutions de problèmes, qui est un peu une nouveauté dans la réforme des classes prépa 2013, mais qui se pratique aussi maintenant de plus en plus à l'université. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses. Ça fait du bien aussi, j'allais dire, de passer de l'autre côté de la barrière, d'être celui qui est interrogé. Ça permet de se remettre un petit peu à la place des étudiants et de revivre un petit peu ce stress. Donc, dans cette journée de formation, le matin, on a eu un peu un exposé, notamment par Jean-Michel Courty, qui est professeur à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, qui nous a partagé, c'est vraiment un pionnier dans ce domaine-là, la résolution de problèmes. Il a introduit ces résolutions de problèmes petit à petit à l'université, et puis de plus en plus, ça vient dans les classes prépa, dans les concours, à l'écrit et à l'oral. Et donc, on a été amené à nous-mêmes concevoir une résolution de problème et surtout à voir les différentes étapes par lesquelles on doit passer, c'est bien de passer pour résoudre de tels problèmes. Donc ces 4 étapes, j'aimerais les voir avec toi sur un exemple particulier qu'on a conçu hier en groupe. Donc ces 4 étapes, c'est s'approprier le problème, élaborer une stratégie, mettre en œuvre cette stratégie et enfin valider cette stratégie. Et surtout, ce qui est important que tu saches, c'est qu'au concours, même si tu fais que la première partie, voire le début de la deuxième, il y a vraiment des points à récupérer tant à l'écrit qu'à l'oral et donc passer par-dessus les résolutions de problèmes. À l'écrit par exemple, parce que le sujet est tellement long que finalement on peut ne pas les aborder parce que ça fait peur. Ce n'est pas forcément justement la meilleure stratégie. Et puis à l'oral, parfois c'est carrément incontournable parce qu'on te donne une résolution de problème et tu ne peux pas y couper. Alors, j'ai envie d'illustrer un petit peu ces 4 étapes, non pas comme ça dans les généralités, mais sur un exemple. Donc un exemple qu'on a conçu avec 4 collègues. Bon, à vrai dire, j'avais un petit peu pensé à cette idée-là la veille, sachant qu'on avait ce stage. Et à l'écoute des conseils qui nous ont été donnés, on a collectivement vraiment travaillé sur ce sujet, amélioré, et je l'avais testé un petit peu avec mes propres étudiants, mais là voilà, c'est encore très différent en profitant de tous les conseils qui nous ont été prodigués lors de cette journée de formation. Donc, une résolution de problème, c'est un problème, une question à laquelle normalement la réponse que tu dois apporter est précise, elle est quantitative. Donc ici, la question c'est: peut-on détecter une nappe de pétrole avec un pendule simple? Alors bien sûr, la réponse à cette question, elle peut être que oui ou non, mais en réalité, pour répondre soit oui, soit non, il va falloir quantifier ta réponse. Bon, je suis bien conscient que c'est plutôt pour un oral dans lequel l'examinateur peut interagir avec le candidat, parce que posé comme ça, bien évidemment, c'est quand même très rude. Donc, le problème n'est pas de savoir si tu arrives à résoudre ou pas, mais c'est plutôt dans la démarche, tout ce que tu peux retenir de la démarche au travers de cette vidéo. Donc, la première étape, c'est s'approprier. Alors ça, c'est vraiment une étape indispensable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'approprier? Premièrement, c'est faire un schéma. Donc, on peut présenter une photo sur laquelle on met une nappe de pétrole schématique. Et l'idée, c'est, voilà, déjà, il faut essayer de faire un schéma. Donc, allez, on va dire on est dans le désert. Donc, on a du sable et on a donc une nappe de pétrole. Et on va choisir une géométrie la plus simple possible. Donc, on va la prendre une nappe plane d'épaisseur constante. Donc, voilà un premier paramètre. Donc, quand on fait le dessin, ce qui est important également, c'est tout de suite de faire apparaître les différents paramètres et dans la mesure du possible d'essayer de les estimer, toujours en dialogue avec l'examinateur, en particulier si c'est à l'oral. Donc, et puis mettre des indices. Donc H pétrole, donc c'est la hauteur de la nappe de pétrole. On peut aussi donc définir la hauteur de sable sous laquelle elle est enfouie. Donc H sable. Alors, il y a un pendule simple. Donc on va dessiner un pendule simple. Donc la longueur du pendule, L pendule, la masse du pendule,
Voilà, tout ça, ce sont des paramètres qui pourraient être amenés à jouer un rôle. Et puis, voilà, a priori, pour l'instant, c'est peut-être les seuls paramètres qu'on va rajouter. On va peut-être rajouter aussi la masse volumique du sable, la masse volumique du pétrole. Bon, ce sont des grandeurs qu'on pourra peut-être, si on en ressent la nécessité, rajouter plus tard. Mais voilà, bon, alors si on veut fixer des idées, la nappe de pétrole, pourquoi pas 200 mètres de profondeur. La hauteur de sable, 400 mètres. Voilà, c'est laissé à notre initiative. Le rho du pétrole, donc l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Donc le pétrole flotte, donc il est moins dense, donc à peu près 800-900 kg par mètre cube. Là, le sable, la roche, environ, c'est plus dense que l'eau, hein, ça coule dans l'eau, donc 1500-2000, hein, on va dire 1500 kg par mètre cube. Voilà, on a fixé un petit peu des données. On ne sait pas trop où on va, mais ce qui est important déjà, c'est de faire un schéma et de nommer a priori les différentes grandeurs en essayant de les estimer qui pourraient rentrer en ligne de compte. Si à ce stade-là de la réflexion, ces données ne te viennent pas à l'esprit, c'est tout à fait normal. Peut-être que c'est aussi en commençant à élaborer la stratégie que petit à petit, tu pourras être amené à les introduire. Alors, cette première étape, qu'est-ce qu'elle permet en fait? Et là, on est dans des considérations un peu plus générales. Elle permet à ceux qui sont complètement secs, parce que tant qu'ils n'ont pas une vision globale et qu'ils n'ont pas élaboré une stratégie, qu'ils ne voient pas comment résoudre le problème, elle leur permet quand même de se lancer dans la résolution, de ne pas rester sans rien dire, commencer par faire un dessin. Elle permet peut-être aussi de canaliser ceux qui ont plein d'idées, et ça part dans tous les sens. Et donc là, le fait d'identifier un certain nombre de paramètres pertinents pour le problème, ça va limiter aussi le nombre de lois physiques qui pourront éventuellement rentrer dans la résolution de ce problème. Donc, s'approprier, voilà, le problème. Alors, élaborer une stratégie, donc là, on est déjà en train de réfléchir à la façon dont on peut s'approcher d'une résolution, choisir les lois physiques qui pourraient entrer en ligne de compte dans cette problématique. Bon, c'est difficile, hein. Cet exemple il est difficile, on s'est un peu fait plaisir, on en est conscient, mais peu importe, ce qui compte c'est la démarche générale. Donc on a un pendule simple, alors on peut penser, pendule simple, qu'est-ce qu'on peut faire avec un pendule simple? Ben, le pendule simple il va osciller, et la plupart du temps on se limite à des oscillations de faible amplitude, et donc on connaît, ou on peut redémontrer, hein, avec par exemple le théorème de l'énergie mécanique, ou même retrouver par analyse dimensionnelle pratiquement la valeur de la période propre du pendule simple, 2pi racine de L sur G, 2pi sur oméga 0, oméga 0 égale racine de G sur L, hein, la période propre d'un pendule simple. Alors quand on regarde les différents paramètres qui entrent dans la période, pourquoi est-ce que ce pendule pourrait nous aider à détecter une nappe de pétrole? Bon, pour un pendule donné, a priori la longueur est donnée, on avait même donné une masse, mais on pense tout de suite que G pourrait varier à cause de la présence de la nappe, parce que ça modifie finalement les caractéristiques du sol. Et donc là, on a éventuellement, on peut rajouter ce paramètre-là qui est G0. Donc G0, ce serait l'accélération de la pesanteur, donc 9,8, voilà, c'est quand même une valeur que tout le monde connaît. Homogène à une accélération, donc mètre seconde moins 2. Et G pourrait éventuellement varier à cause de la présence de cette nappe. Voilà quand même l'idée de départ de la détection éventuelle de cette nappe de pétrole par donc la mesure de la période propre du pendule simple. Donc, comment va varier T quand G varie? Bon, on a une loi avec des produits, des puissances, donc on pourrait prendre la différentielle logarithmique, hein, donc en tenant compte du fait que 2pi et puis L, donc ça va être des constantes, donc log de 2pi plus 1,5 de log de L moins 1,5 de log de G. Et donc en différenciant dt0 sur t0, ce sont des constantes, donc moins 1,5 de dg sur G. Et donc en passant aux incertitudes,
delta t sur t0, donc égal à 1 demi de delta g sur g0. Donc on pourrait avoir une modification de la période propre du pendule si on a une modification de g, donc g la gravité. Donc la question suivante qui se pose, c'est comment évaluer la variation de g avec la présence de cette nappe de pétrole. Alors c'est là que peut-être l'exercice est un petit peu abusif. Néanmoins, dans les cours, parce qu'en ce moment je suis dans l'électrostatique avec mes étudiants, on fait beaucoup d'analogies entre la gravitation et l'électrostatique. En particulier, on voit comment, ayant calculé un champ électrostatique dans des configurations standards, on peut remonter au champ de gravitation associé. Et il y a un calcul assez classique que j'ai déjà mis en vidéo, c'est celui d'une croûte chargée d'épaisseur E, un plan infini, chargé uniformément en volume, en charge. Et ce calcul-là, à vrai dire, c'est un peu frustrant parce que très sincèrement, durant toutes ces années, j'ai l'impression qu'en physique, on n'en faisait pas grand-chose. Mais avec cet exemple-là, eh bien, on va voir qu'enfin, il va servir. Et donc, l'idée, c'est en fait d'appliquer un théorème de superposition. Alors, si on suppose que H est très petit devant les dimensions transversales de la nappe, on pourra pratiquement considérer que cette nappe est infinie, un peu comme le modèle du condensateur plan. Tant que l'épaisseur du condensateur est très petite devant sa longueur, sa largeur des armatures, eh bien on peut considérer qu'on peut prendre le modèle du plan infini chargé. Donc là, c'est un peu la même idée. Et donc, appliquer un théorème de superposition. Donc là, on est toujours dans l'élaboration de la stratégie, c'est-à-dire que considérer que cette situation dans laquelle on a cette nappe de pétrole enfouie dans le sable, c'est finalement la superposition d'une situation dans laquelle on a uniquement du sable. Donc là, on aurait le champ de gravitation terrestre non perturbé. Une situation dans laquelle on a la nappe de pétrole, donc enfouie dans le sol, donc le pétrole, avec ρ pétrole. Donc là, on pourra calculer le champ de gravitation en faisant cette analogie avec le théorème de Gauss. Et puis, il faut quand même qu'on retire la masse de sable donc, pour la remplacer par du pétrole. Donc cette situation, c'est la superposition de ces trois situations. Et donc le champ de gravitation détecté par le pendule, c'est finalement la somme de ces trois champs. Bon, je reconnais que c'est un petit peu difficile, mais bon, voilà, il y a des situations assez classiques où comme ça on calcule des champs de gravitation dans des cavités, dans des grottes, des choses comme ça. Donc l'utilisation du théorème de superposition dans ce contexte-là, et voilà, c'est ce qu'on appelle des anomalies gravimétriques, c'est relativement classique. En tout cas, si tu n'y penses pas, c'est certainement là que l'examinateur à l'oral peut te guider, peut te diriger dans l'élaboration de la stratégie. Donc, le champ de gravitation, c'est la somme de G0 plus le champ créé par le G créé par le pétrole, et donc moins G donc, de la couche de sable que l'on a enlevé. Disons, on prend une masse volumique négative, entre guillemets, parce qu'on va retirer cette couche de sable pour la remplacer par du pétrole. Alors, bon, je n'ai pas forcément envie ici de refaire tout le calcul du champ de gravitation avec le théorème de Gauss. On peut même imaginer que dans un problème décrit, par exemple si cette résolution de problème est dans un problème décrit, c'était quelque chose qui avait été fait avant. Donc on peut démontrer que quand on a en électrostatique une densité volumique de charge uniforme sur une épaisseur H, au-dessus de cette croûte infinie, on a un champ uniforme E, donc qui vaut ρe sur 2 epsilon 0 vecteur uz, donc qui est uniforme, un peu aussi comme le plan surfacique qui est uniforme et dirigé vers le haut. Et c'est ce résultat qu'on va directement utiliser par analogie avec la gravitation. Alors en faisant l'analogie entre la gravitation et l'électrostatique, là aussi j'ai fait une vidéo spécialement pour ça, c'est quelque chose qui est au programme des deuxièmes années de prépa qui font l'électrostatique. C'est souvent utilisé pour les boules, pour calculer le champ de gravitation d'une planète. Donc on voit que 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est l'analogue de moins g, la constante de gravitation universelle qui a été donnée
initialement. Donc là, on voit à quoi elle va servir. Et donc, on peut facilement, de ce fait-là, faire l'analogie avec la gravitation. Donc là, on voit qu'on va avoir un vecteur G attractif, évidemment, c'est un champ de gravitation. Donc, il va valoir, en faisant l'analogie, donc ici, dans cette formule, je vais simplement remplacer 1 sur epsilon 0 par moins 4 pi G. Hein, donc, H, vecteur EZ. Et puis, donc là, c'est le ρ du pétrole. Et puis, donc, avec une masse volumique moins ρ, donc ça, c'était G pétrole, le nouveau G, c'est G0 plus ou moins G 2pi H delta ρ, c'est-à-dire ρ du pétrole moins ρ du sable, vecteur UZ. Et donc ça, en fait, c'est la variation delta G du champ de gravitation en présence de la nappe de pétrole. Et donc, par rapport à G0, la situation dans laquelle cette nappe de pétrole n'est pas présente. Et c'est la question, c'est est-ce qu'on arrive à détecter ce delta G à l'aide d'un pendule simple? Alors là, je suis déjà passé, en fait, sans le dire, dans la partie mise en œuvre. Voilà, à partir du moment où j'ai mis en place le calcul avec le principe de superposition. Donc la loi physique qu'on utilise, c'est le théorème de Gauss. Hein, et pour trouver ce champ. Et donc l'idée maintenant, c'est qu'il faut valider. Donc il faut valider numériquement, essayer de faire des estimations. Donc il faut que j'évalue delta G sur G0. Donc delta G sur G0 qui va valoir donc G 2pi H. Donc delta ρ sur G0. Donc on va passer à la partie validation. Donc il faut calculer en ordre de grandeur delta G sur G0, donc la constante de gravitation universelle, 6, 10 moins 11, fois 2pi, donc la hauteur de la nappe 200, donc fois un delta ρ d'à peu près 1000, là on a un peu arrondi au-dessus, divisé par G0, donc à la louche, 6 fois 2, 12, fois 6, allez on va arrondir à 100, donc 100, 10 000, 10 puissance 4, 10 puissance 6, fois 10 puissance moins 11, à peu près 10 moins 5, 10 moins 6. Donc ce qui nous fait un delta T sur T de l'ordre de grandeur de delta G sur G0, donc également de 10 moins 5. Donc évidemment c'est sans dimension, c'est un écart relatif. Et donc la question c'est est-ce qu'on peut détecter ça avec un pendule simple? Alors, si dans le désert on dispose d'un téléphone portable précis, allez au centième de seconde près, donc 10 moins 2 secondes, cela nous donnerait donc une période d'à peu près T0 est égal à 10 puissance 3 secondes, ce qui nous fait une longueur de pendule d'à peu près 10 puissance 6 mètres. Voilà, ce qui est tout à fait considérable. Donc la réponse à la question, c'est non. Voilà, donc considérant cette résolution de problème, au-delà peut-être de l'exercice en lui-même qui a ses qualités et ses défauts, donc retiens surtout les 4 étapes, s'approprier, peut-être la plus importante, parce que là tu vas prendre des points relativement facilement. Tu fais un schéma, tu mets des grandeurs, et alors, élaborer une stratégie, commencer à voir peut-être quelles sont les lois physiques qui pourraient rentrer en ligne de compte. Et là aussi, même si tu ne vas pas au bout de la résolution, simplement énoncer ces lois. Même peut-être si tu te trompes de loi, le simple fait de prendre une initiative peut être valorisé dans ce type d'exercice. Mettre en œuvre la résolution, c'est souvent le plus difficile. Et d'aller jusqu'au bout et la valider, voilà, là c'est vraiment le nirvana. C'est un exercice difficile, le jury en est bien conscient. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il faut que tu te lances et puis finalement, à force d'en faire, et je vais en mettre en ligne certainement d'autres qui seront plus abordables, eh bien, tu vas te prendre au jeu et c'est un exercice assez amusant. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à essayer d'imaginer ces résolutions de problèmes. Bien sûr, c'est toujours plus facile quand tu connais la solution, mais en tout cas, ça fait réfléchir et c'est une autre manière d'aborder la physique de façon concrète et plutôt amusante et peut-être plus proche de la réalité que certains exercices tout faits avec 10 000 questions intermédiaires. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.